avec les machins, avec le GIGN. Chut, ne dites plus rien. Pourvu qu'il pète pas l'avion, pourvu qu'il pète. 26 décembre 94, 17h12, aéroport de Marseille-Marignane. Le GIGN prend d'assaut l'Airbus A300 en provenance d'Alger. À bord, 173 otages, en majorité algériens, et 4 terroristes. Je pense qu'au même moment, à la même seconde, on a tous ressenti la même chose. Ouais. Thierry est l'un des premiers à entrer dans l'avion. On avait tous la trouille, on avait tous les mémoires et tout le reste. Et dans notre tête, je pense qu'on pensait tous à la même chose. Ouais. De toute façon, on ne reviendrait pas tous. Lorsque Thierry et son équipe arrivent sur le tarmac de Marignane, la situation est désespérée. Les terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion à Alger 54 heures plus tôt ont déjà assassiné 3 personnes. Bloqués à l'aéroport de Marseille, les preneurs d'otages menacent de faire sauter l'avion. Quand ils tirent sur la tour de contrôle, le GIGN intervient. 3 portes, 3 groupes, Thierry entrera par la porte avant droite. Et on était vraiment blême, quoi, vert. Et on s'est tous regardés, et là j'ai trouvé le moment vraiment fort, quoi, parce qu'on s'est tous regardés, et on s'est tous serré la main les uns les autres, jusqu'en bas, quoi. Mais en partant, hein, on s'est tous serré la louche. On s'est tous regardés, et puis bon, allez, salut les gars, on y va. Et puis bon, après ça... Dans les 10 premières secondes de l'intervention, Thierry neutralise 3 des 4 terroristes. Puis, il prend 7 balles dans le corps et reste au sol le temps de l'assaut. Il faudra 12 minutes, une éternité, pour déloger le 4e preneur d'otages, caché dans le cockpit. Bilan, 11 hommes du GIGN sont blessés. Tous les otages sont saufs. Parmi eux, Zaïda Kakashi. En fait, on a surtout vu des traits rouges. Voilà, c'était des balles traçantes ou du laser, je ne sais pas exactement. Et puis des personnes qui rentraient. C'est saisissant de voir ces gens. Ils criaient « couchez-vous ». Ils passaient en vitesse dans les couloirs. Ça faisait peur, mais en même temps, c'était un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. Dans les jours qui suivent la libération des 173 otages, la France fête ses nouveaux héros. Thierry, lui, est inconscient entre les mains des médecins. Il restera plusieurs mois à l'hôpital et gardera un bras droit invalide. Ce risque, il le connaissait comme tous ses camarades. Témérité ou esprit de sacrifice, quelle force lui a fait ce jour-là franchir la porte de l'avion? Ça, c'est la grande question pour moi. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui les motive, parce que je pense qu'à chaque fois qu'ils sont en opération spéciale, ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Bah, tu penses pas que tu te sacrifies, tu penses que ça peut arriver, mais tu dis pas je vais à la boucherie, quoi. Tu dis ça peut arriver. On sait pas comment ça va se passer là-bas. Mais tu y vas, t'es obligé d'y aller de toute façon. Pourquoi t'es obligé d'y aller? Parce que c'est ton boulot, tu l'as choisi et tu dois y aller, quoi. Il y a des gens qui attendent là, qui vont mourir, tu es obligé d'y aller. Tu peux pas faire autrement. Là, c'est plus de l'engagement, c'est du sacrifice. Je sais pas si on peut appeler ça. Si dans le fond, on va dire ouais, peut-être, mais dans la forme, non. Tu vas sauver des gens, quoi. C'est pas un sacrifice parce que on va pas tous se faire descendre. On va peut-être y avoir des blessés, on sait pas. Non, c'est pas un sacrifice, c'est un engagement, voilà. Un engagement, mais les armes à la main, face à des individus, eux aussi armés et dangereux. Un engagement qui peut coûter la vie, mais qui oblige parfois à tuer. Peut-on, dès lors, parler encore de don de soi? L'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, l'engagement? Expliquez-moi, peut-être que je comprends pas bien, mais... Michel a passé 14 ans au GIGN, avant de changer de métier. Il est aujourd'hui reconverti dans le privé. Pourquoi vous avez des gens qui font de l'humanitaire dans des pays où il y a énormément de risques? Pourquoi? C'est
pour moi, c'est naturel. C'est dans votre personnalité, c'est parce que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Il n'y a rien de plus beau que de libérer un otage ou de soigner quelqu'un. Chers amis, chers compagnons, je vous réclame quelques instants d'attention. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Ce soir, il préside le dîner de l'association des amis et des anciens du GIGN. Il est très rare que nous croisions les gens pour lesquels nous sommes intervenus. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir saluer Zaïda et son cousin qui étaient dans l'avion à Marignane. Également, il y a quelqu'un qui a également beaucoup compté au niveau opérationnel parce qu'il a beaucoup souffert dans sa chair. Thierry est parmi nous ce soir et je voulais remercier qu'il ait fait le déplacement. Et enfin... Une fois par an, les anciens du GIGN se retrouvent au sein de l'association. L'occasion d'évoquer leurs faits d'armes. Presque un repas de famille. Ce soir, Zaïda retrouve Thierry. Une rencontre qu'ils attendent tous les deux depuis longtemps. Ça va et toi? Moi aussi, je vais te présenter une autre personne que tu as. Ça va bien aussi? Ah oui, son cousin était avec moi. Reste bien plus tard, pour recevoir un petit peu tout le monde. Bien sûr. Alors cette bête-là, c'est un Manurin MR73, c'est un revolver français, et c'est l'arme de tous les gendarmes du GIGN. Celui-ci m'a été offert après Marignane, comme le mien a été détruit dans l'avion, ils ont décidé de m'offrir un Manurin gravé à mon nom. Le tir, c'est vraiment mon truc, quoi. Bon, maintenant, je peux plus me tirer à mon bras droit, alors. J'ai un petit peu relâché, mais je reviens de temps en temps sur un petit carton. Voilà. Maintenant, c'est la reconversion. On fait joujou. On tire des boîtes, des machins, des trucs. Thierry est resté 18 ans au GIGN. Déclaré inapte après l'opération de Marignane, il a été écarté des groupes d'assaut. Le piège de l'instructeur ? Et a fini sa carrière comme instructeur de tir. Il est aujourd'hui un héros à la retraite. J'aime pas du tout ce mot héros. Là. Les héros, il y en a plein des cimetières. Nos grands-parents, nos parents, ça c'était des héros. Ouais. Mais je me considère pas du tout comme un héros, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Hein. Comme tous les gendarmes le font, comme les pompiers le font, comme les militaires le font. Voilà, comme vous le faites. Un boulot comme les autres, peut-être. Sauf que tout le monde ne risque pas sa peau en allant au bureau tous les matins. Et pourquoi? Une solde de gendarme, 2 000 € par mois, l'anonymat et la faucheuse en embuscade derrière la porte. On est très loin des gloires éphémères et de l'argent facile. Pourtant, aujourd'hui, ils sont 120 à avoir choisi cette voie et à assumer cet engagement. Globalement, si vous voulez, on cherche des gens qui sont... Je suis obligé de répondre. Je suis désolé. Chef d'escadron gallois, quel honneur? Commandant Frédéric Gallois, actuel patron du GIGN. Pour moi, c'est l'engagement, c'est la notion d'entrer au cœur de l'événement et d'y aller avec son esprit et son corps. C'est d'y aller avec son esprit et son corps, sachant que vous ne laissez rien derrière. Vous allez au cœur de l'événement, vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir. C'est comme ça que je conçois l'engagement. Je pense que c'est le don de soi porté à l'extrême, c'est-à-dire savoir que au moment où on a choisi de venir dans cette unité, on ne savait peut-être pas forcément ce que on allait y trouver. On savait en tous les cas ce que l'on cherchait. On cherchait l'excellence, on cherchait à être parmi les meilleurs. On cherchait à être parmi les meilleurs. Mais avant, tous ont d'abord choisi d'être gendarmes. Passage obligé pour accéder au groupe. Pour moi, j'étais motard. Comme j'étais motard civil, je voulais rentrer en gendarmerie et je voulais être motard. Puis en fait, bon, ça n'a pas été ma destinée, parce que j'étais grand, on m'a dit toi t'es grand, tu iras à la garde républicaine. Donc je regrette pas. Bon, je me suis retrouvé pendant 3 ans avec ma petite plume sur la tête, mais c'était sympa.
Je trouvais le prestige de l'uniforme, le respect qu'on avait des gendarmes, ça m'attirait. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Et puis je vous dis, l'opportunité de faire une carrière en gendarmerie me permettait de faire ce que j'aimais dans un premier temps. C'était le sport, c'était l'aide aux personnes. Voilà. Je pensais aller n'importe où sauf en gendarmerie. C'est-à-dire que je suis né dans une brigade de gendarmerie. Mon père était gendarme, puis ensuite est devenu officier. Mon grand-père était gendarme. Donc j'aurais pu avoir cette peur de me dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Peut-être que j'étais suffisamment inconscient pour penser que je serais capable de faire quelque chose, mais je ne me suis même pas posé la question de savoir si je ferais quelque chose d'exceptionnel. J'avais envie de servir, c'est tout. Servir ? D'accord. Mais il y a bien des manières de servir. Et entrer au GIGN est un véritable chemin de croix. Des tests physiques impitoyables, 1 an de formation intensive. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de se donner tant de mal ? C'est une unité qui les a fait rêver, qui est pour eux quasiment intouchable au départ. Et c'est un peu leur rêve, c'est leur rêve d'enfant. J'étais motivé pour intégrer cette unité parce que pour moi, elle me faisait rêver comme tous ceux, je pense, qui étaient ici. Michael, 30 ans, au GIGN depuis 4 ans. Moi, je me voyais pas rester toute ma vie derrière un bureau. Pour moi, ça ne convenait pas. Hein. Moi, ce que j'aimais, c'était l'action, c'était le sport, c'était le fait de travailler en équipe. Donc pour moi, tout ça, c'était intéressant et tout ça, je pouvais le retrouver dans cette unité. Moi, en 77, à l'école gendarmerie, pendant les cours, je voyais un hélico gendarmerie avec des gars qui descendaient comme des araignées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? C'était pas connu, le GIGN, à l'époque. Et puis là, je me suis renseigné, on dit, bah, c'est le GIGN, ils font ci, ils font ça. Oh, alors là, la révélation, je dis ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Je vous rappelle tout de suite la nouvelle que nous vous avons donnée il y a une quinzaine de minutes maintenant, à savoir l'attentat. 1972. Un commando palestinien fait irruption au JO de Munich. Bilan, 11 athlètes israéliens assassinés en direct. Ce carnage inaugure une nouvelle forme d'action terroriste, la prise d'otages. Le monde entier est frappé de stupeur devant la facilité avec laquelle les terroristes ont opéré. Conséquence directe en France, la création du GIGN. Le capitaine Proutot, instructeur des groupes d'assaut de la gendarmerie, a 29 ans lorsqu'il se voit confier la mise en place de cette unité d'élite. Écoutez, ça peut paraître complètement invraisemblable, mais on m'a dit vous faites une unité anti-prise d'otages, point, débrouillez-vous. Et ça a vraiment été ça. Les moyens étaient inversement proportionnels à la marge de manœuvre. Donc en fait, on n'avait rien. Malgré son dénuement, le GIGN balbutiant devient vite la coqueluche des autorités. Les démonstrations s'enchaînent, montées de briques et de brocs. Comme ce jour, devant le directeur de la gendarmerie, venu admirer son nouveau jouet. On n'avait pas assez de munitions, donc j'avais imposé que tous les gens s'achètent des pistolets à air comprimé, pour s'entraîner. Et les démonstrations de tir étaient faites au plomb, donc avec le petit bruit ridicule d'un pistolet à plomb. Et à la fin de la démonstration, le directeur s'est retourné vers le général et lui a dit « Il faudrait quand même leur donner des vrais pistolets. » Parce que il avait dû penser que peut-être on allait faire les interventions avec des pistolets à plomb, mais bon. En attendant d'être pris au sérieux, Christian Proutot développe de nouvelles techniques d'opération et recrute de jeunes gendarmes qui formeront le premier groupe opérationnel. C'était sûrement la sélection la plus improbable par rapport à ce qu'est le vécu du groupe actuellement. C'est-à-dire que les garçons qui sont venus au GIGN étaient tous des garçons qui étaient en coquetterie avec la gendarmerie, quoi, qui avaient tous des caractères pas possibles, quoi. C'était des garçons qui, pour les faire marcher au pas, les faire mettre en tenue, pour avoir les cheveux courts, pour tout ce qui fait normalement la force d'une armée, c'est-à-dire fondre les gens sous la seule identité qu'ils doivent avoir, qui est leur uniforme et l'insigne distinctif de cet uniforme. Parmi ces jeunes chiens fous, le sulfureux lieutenant Paul Baril, adjoint du commandant Proutot, qui lui succédera en 82. Il sera au centre de l'affaire des Irlandais de Vincennes,
Soupçonné d'avoir falsifié des preuves pour incriminer 3 Irlandais dans une affaire de terrorisme, il démissionnera en 84. En attendant, il anime des stages pour l'ensemble de la gendarmerie. L'occasion de fabriquer une image de marque au groupe et de rencontrer de futurs recrues. Barry, il vendait des petites bombinettes de gaz, des machins, des trucs, des gadgets. Hein. Et j'en avais acheté une. Et j'étais encore garde républicain à l'époque et je mangeais au mess sous offre là-bas. Et en sortant du mess, il y a un copain qui me met au défi, il me dit ta bombe, ça marche pas. Et j'ai balancé une giclette de gaz dans le couloir. Et malheureusement, dans les salles à manger, il y avait les familles, il y avait les femmes et tout le monde. Et ben, tout le monde est sorti. Et alors là, le colonel commandant le premier régiment m'a assaisonné sur mes notes. Jeune gendarme, manquant de maturité, enfin la totale quoi. Et j'ai raconté ça à Baril. Et là, il m'a assis parce qu'il m'a dit mais moi c'est pas du gaz que j'aurais balancé, c'est carrément une grenade. Alors je suis resté un peu sur le cul. Et puis il me dit bah vous inquiétez pas, je vais essayer de voir ça. Et puis en fait, bah lui il aimait bien ce genre de personnage. Ce qui se fait plus maintenant parce qu'on trie les gens, il faut qu'ils soient bien moulés, bien dans le moule. À l'époque non, il prenait un peu les plus branleurs quoi. Et quand vous avez tout d'un coup des nouveaux arrivants qui copient exactement leurs anciens en faisant les mêmes bêtises, en vous cassant les voitures de la même manière, en allant chasser le lapin alors que c'est pas permis, au lieu de faire de l'entraînement au tir, même si vous arrivez à expliquer à la hiérarchie que toucher un lapin de nuit pour se faire civer au camp d'entraînement, ça prouve au moins qu'ils savent utiliser une arme. Face à la fermeture de la chasse, ça pose un problème, vous comprenez? Donc, ce genre de problème à régler vous énerve un peu. Casse-cou, tête brûlée, bravache. Les garçons de l'unité n'ont qu'un carburant, l'adrénaline. Et une passion, la compétition. Conditions nécessaires pour intégrer le groupe, mais sont-elles suffisantes? Globalement, ce qui nous intéresse avant tout, c'est que l'individu soit sain et bien dans ses baskets. Une unité comme la nôtre peut attirer en effet beaucoup de mythomanes, de rêveurs, de gens qui ont un goût excessif pour l'action, pour le risque. Il faut se préserver de gens qui pourraient nous entraîner ou qui pourraient s'entraîner eux-mêmes dans des situations, je dirais, un peu extrêmes, et trop extrêmes. Des choses comme ça, et je pense qu'après la sauce prend. T'es d'accord? On peut pas. Vous nous connaissez tous un par un. C'est vrai que moi j'ai eu ce privilège de vous connaître suffisamment pour savoir à quel moment vous alliez bien, à quel moment ils allaient moins bien. Mais sur une opération, avant l'opération, aucun d'entre eux ne savait à quel poste ils seraient. Aucun. Et tout d'un coup, je disais, un tel vous serez là, un tel vous serez là. Dans les secondes de l'action, la motivation, c'est la notion d'esprit de corps, d'un service, d'une unité, d'un groupe. C'est la notion de fraternité. De la fraternité d'armes, là, qui prend toute sa dimension. C'est que le GIGN, pour ses membres, est bien plus qu'une simple unité d'élite. C'est une confrérie, presque une société secrète. Et comme telle, le groupe cultive les symboles. Après un an de tests, le rite ultime pour les nouveaux entrants lors de la remise de brevets, le tir de confiance. Tour à tour, cible et tireur, tous les novices y passent. L'entrée dans le groupe est à ce prix, une mort symbolique. La fraternité d'armes est scellée dans la poudre et le feu. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà que moi, personnellement, le tir de confiance, je le ferai avec n'importe qui au GIGN. Je remettrai ma vie, si vous voulez, puisqu'on a juste un gilet pare-balles. Donc la tête, les bras, les jambes ne seront absolument pas protégées. Et moi, je remettrai ma vie, je fais confiance à n'importe qui ici au sein du groupe. Et n'importe quel tireur au sein du GIGN peut me tirer dessus et je n'aurai absolument pas peur parce que je lui fais entièrement confiance. Les garçons savent bien qu'ils ne sont rien tout seuls. Si vous n'avez pas votre binôme derrière, le garçon avec lequel vous avez travaillé, si vous n'avez pas confiance en lui, comment vous pouvez avancer tout seul? Moi, j'avais un binôme qui me présentait comme son frère. Il disait, tiens, Thierry, c'est mon frère. Ben,
quand tu sais que tu vas au carton, que tu comptes sur celui qui est devant toi ou que lui compte sur toi, et puis que tout le monde s'en sort les couilles propres quand tu vas dans un truc un peu velu, bah ça te marque un bonhomme, quoi. Ça crée des liens. C'est indivisible, quoi. Je veux dire, quand moi avant-hier, j'ai mon binôme Hervé là qui m'a appelé. Ben, quand il m'appelle, limite j'ai les larmes aux yeux, quoi, parce que c'était mon pote pendant des années, et puis on a vécu des choses. Bon, on fait une pause là. Quand on ne sait pas ce que c'est que le métier des armes, et qu'on ne sait pas ce que c'est que cette fraternité qui peut unir les gens, on ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas l'oublier. Et je pose toujours cette question. C'est pas une phrase facile. C'est sans vous, qu'est-ce que j'aurais été? L'inverse est peut-être vrai, et sûrement vrai. Mais de toute façon, c'est biunivoque, comme on dit en mathématiques. C'est ça que, des fois, au groupe, il y a eu des erreurs. On a mis des gens trop tôt, trop près. Et il faut un certain temps pour être prêt. Or, un jeune, lui, il veut quoi? C'est y aller. Il veut faire ses preuves. Il faut lui expliquer que slow down, doucement. Ma première intervention, c'était un forcené. Alors c'est là, je m'en rappellerai toute ma vie, forcément. Un forcené dans les Vosges, à Arquis, qui avait tué 2-3 personnes. Et pour une facture d'électricité de 500 balles qu'il n'avait pas voulu payer, il s'était renfermé chez lui. Il avait mis ses 2 plus beaux costumes l'un sur l'autre. C'était son dernier combat, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était son dernier combat, il avait décidé d'aller jusqu'au bout. C'est le gars qui parle pas, qui dit rien, qui revendique rien, qui veut rien. Il est là, il fait sa guerre pour aller jusqu'au bout, pour se faire descendre, quoi. Voilà, ces gens-là, on peut rien faire avec eux, on peut même pas discuter. Épinal, 1982. C'est dans cette maison que se retranche Ahmed Bouzam, ancien tireur d'élite de l'armée. Il vient de tirer sur 2 agents EDF et d'abattre son voisin. Une opération de routine pour le GIGN. Mais ce jour-là, l'adversaire sera plus fort que les gendarmes. Toute la nuit, il nous a tenus. Il nous a tenus en respect, en fait. Et on n'a jamais pu, je peux vous assurer que ce jour-là, il y a des gens qui ont pris des risques énormes. Là, cette fois-ci, dans la nuit, on s'est posé la question à dire, il va y avoir du dégât chez nous. Les gaz, ça passe pas. La seule chose qui est passée, malheureusement, c'est un tir à l'épaule au matin, et il en est décédé. Ce matin-là, c'est Thierry qui presse la détente. Moi, d'où j'étais placé, j'étais à peu près à 100 mètres, je voyais le toit d'une voiture, et puis je voyais dans 2 mm dans ma lunette. Je suis resté 17 heures derrière ma lunette, et au petit matin, j'entends Baril qui dit à Jean-François et à Michel, vous rentrez dans la pièce suivante. Et au moment où vous allez rentrer dans la pièce suivante, quand j'ai entendu cet ordre-là, j'ai vu dans un laps de seconde le gars sortir pour aller tirer sur les copains, sur Jean-François et Michel. Et puis bon, là j'ai tiré pour le neutraliser. Voilà. Première intervention. Et je me souviens, au matin, on est tous passés à côté de lui. Cet homme qui était au sol, qui était décédé au sol. Et un peu comme par respect, quoi. On est tous venus le voir alors que c'était pas un spectacle pour nous, mais comme pour lui rendre hommage, en fait, parce qu'on n'a rien pu faire cette fois-ci. Cette fois-là, on n'avait vraiment rien pu faire. Si depuis sa création, le GIGN affiche sa volonté de repousser au maximum l'usage du feu, c'est que les gendarmes sont au service des juges, ce qui les distingue des groupes strictement militaires. Les 17 premiers, je leur ai expliqué qu'ils allaient détenir un pouvoir énorme, qui était le pouvoir de vie et de mort, que j'ai par la suite appelé le pouvoir de Dieu, et qui me semblait tellement monstrueux par les possibilités qui vous sont données, qu'il fallait en être digne, et pour en être digne, il fallait faire en sorte de ne pas avoir à l'utiliser. Mais au-delà des principes, il y a parfois des situations où l'assaut est inévitable. Il est 9h. RTL 8e, Léon Zitrone. 30 enfants à bord d'un car de ramassage scolaire ont été pris en otage ce matin à Djibouti. Février 76. 31 enfants de militaires français sont pris en otage dans leur car scolaire par un commando indépendantiste qui demande le rattachement immédiat de Djibouti à la Somalie. La négociation est impossible. Les preneurs d'otages menacent d'égorger les enfants. Le GIGN est envoyé sur place. À leur arrivée,
Proutot et ses hommes découvrent le pire scénario possible. Le bus scolaire est bloqué sur la frontière, avec d'un côté l'armée somalienne qui soutient les terroristes, et de l'autre, la Légion étrangère. Au bout d'une quinzaine d'heures, sous un soleil de plomb, Proutot prend une décision invraisemblable. Il propose d'abattre simultanément, dans la même seconde, les 6 terroristes cachés au milieu des enfants. Personne ne l'a refait. Je souhaite que personne n'ait à le refaire. Mais nous, on était tellement mômes. C'est vrai. Tout nous paraissait possible. Ce jour-là, notre vie a un peu basculé, quoi. Ce plan, complètement improbable, fonctionne. Les 6 terroristes sont tous abattus dans la même seconde. Seulement, il y en a un 7e que personne n'a vu. Il riposte et tue une petite fille. Une autre succombera à ses blessures. On est rentrés, mais penauds. On est tous rentrés la tête dans les épaules. Et on s'est dit que on allait être insultés, quoi, par tous les sous-officiers et officiers qui étaient là. Et on s'est mis dans notre coin avec le poids de notre opération, la douleur de ne pas avoir réussi. La gamine, c'est quand même un de mes garçons qui l'a porté et tout. Donc on n'était pas fiers de nous, hein, vraiment. Et puis les types, il s'est passé un truc incroyable. Il y a un type qui est venu devant nous, qui était un capitaine, je ne sais même plus qui c'est, un adjudant-chef. Et il nous a dit, au nom de tous les militaires en poste à Djibouti, nous venons vous remercier. Et ils se sont levés, ils ont applaudi, et nous, on avait envie de pleurer, quoi. C'est la première opération réellement médiatique du GIGN. Le groupe vient d'acquérir ses lettres de noblesse, dans le sang. Avant, c'est presque, je dirais pas un jeu, mais on joue à la guerre, quoi. On a presque l'impression que c'est pas pour de vrai, quoi. Puis le jour où vous êtes face à ce qui se passe, quoi. Bon, là, ce jour-là, mais tout, si vous restez une once d'innocence, tout disparaît, quoi. À Djibouti, le GIGN quitte le temps de l'innocence. Le groupe prend la mesure de ses limites. On a beau être fort, on ne peut pas toujours vaincre la mort. Une initiation à laquelle seront confrontés tous les membres du GIGN. Pour Michel, ce sera la mort d'un camarade, un proche parmi les proches, son binôme. On a parlé de frère, c'est un frère. C'est le premier que j'ai vu au GIGN, en fait. Et en fait, on a fait toute notre carrière ensemble. 11 années durant, Jean-Michel Pignon a été le double de Michel, dans la vie comme en opération. En 89, il se tue lors d'un exercice en hélicoptère. Une faute, une erreur, comme il y en arrive beaucoup, la routine chez nous. Voilà, la corde est trop courte, il tombe au sol, il se tue. Pour moi, c'est une partie de moi qui partait. Hein. Une partie de moi qui partait, donc là, je me suis dit, Mais non, il fallait que je fasse autre chose. À partir de là, je me suis dit, t'as assez joué. Jouer. Le mot peut surprendre. Mais de fait, ce n'est pas en opération, mais à l'entraînement que le GIGN a perdu le plus d'hommes. 7 en 30 ans. Plus que d'entraînement, il faudrait parler ici de mise à l'épreuve. Des situations extrêmes que les hommes affrontent sans filet. On dit clairement aux gens que lorsque vous entrez dans une unité comme la nôtre, vous savez que demain, vous pouvez mettre votre vie en danger. Et vous devez l'accepter. Mais on ne pense pas à la mort. On ne pense pas à la mort. Attendez, si on pense à la mort, on change de métier. Voilà, c'est tout simple. Si on pense à la mort, on change de métier. On ne fait pas ce métier. Ce qui est dur, c'est que tous les hommes doivent mourir. C'est que tous les hommes doivent mourir. Donc c'est ça qui est dur. Mais par contre, arriver à donner une signification à votre mort, et je crois aussi que ça, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est peut-être même quelque chose d'extraordinaire. Donner un sens à sa propre mort, presque la choisir, pour eux c'est l'ultime victoire contre la Camarde, la seule qui leur survive. Encore faut-il que la cause en vaille la peine.
Je défends des valeurs. Voilà. Nos valeurs. Les valeurs de la France, quoi. Ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont construit. Ça, c'est des valeurs, ça. C'est ce qui fait les repères de quelqu'un. Si on est dans un pays où il n'y a plus de valeurs, où on respecte plus rien, on n'a plus de repères. Et on s'en va un petit peu partout, on s'éparpille, et voilà, quoi. Moi, je suis désolé, quand j'entends la Marseillaise, suivant certains événements, oui, effectivement, j'ai pas honte de le dire, je suis fier. Je suis fier d'être français, je suis fier de la Marseillaise. Et puis la compétition, quand on gagne, j'en suis content. Pourquoi? C'est pas une tare, c'est pas un défaut, hein. Les valeurs nationales, l'héritage des anciens, la Marseillaise. En d'autres temps, nos gendarmes auraient trouvé le mot qui semble leur manquer, la patrie. Seulement en 2005, le mot fait peur, sonne ringard. Au fait, c'est quoi la patrie? La patrie, c'est tous les gens qui nous entourent, ça peut être la famille, ça peut être les amis. La patrie, c'est ça, c'est tous les gens qu'on peut être amené à côtoyer, qu'on apprécie au jour le jour, comme ceux qu'on peut apprécier moins. Mais tous ces gens-là, faut les défendre. Une communauté d'hommes et en même temps une histoire. Une histoire qui est pour moi, j'en retirerais, c'est des épreuves passées ensemble. Je pense que là, on a tous, d'une manière plus ou moins consciente, le sentiment que l'on doit quelque chose au pays dans lequel on vit. Ce que l'on doit, c'est le prix du sang versé. De Verdun au Vercors, des poilus aux combattants de la France libre, la dette est colossale. Pour nos gendarmes, servir son pays, c'est aussi rembourser. Ces gens-là, ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient rien. C'était baïonnette au canon, le couteau entre les dents, et puis fallait y aller, quoi. C'était des pauvres membres de 18 ans qu'on envoyait sur le front, là, qui ne savaient même pas se battre. On leur filait un équipement rudimentaire, une pauvre baïonnette et puis un pauvre machin, et qu'ils allaient se battre dans les tranchées, là. Je dis, ça, oui, d'accord. Moi, je connais pas beaucoup de gens aujourd'hui, là, qui restent se battre dans les tranchées avec une baïonnette. Se battre à la baïonnette, je suppose que je l'aurais fait, bien sûr. Mais eux, ils n'avaient rien demandé au départ. Ils n'avaient rien demandé, donc c'est beaucoup plus... eux, c'était des héros. Moi, quand j'étais jeune et que je voyais les monuments aux morts, avec tous ces noms alignés, c'est fou, ça m'impressionnait, parce que je me disais, mais je leur dois ce que je suis. Ce sacrifice ultime, c'est quand même quelque chose de... qui fait presque peur, hein. Je pense que, ou consciemment ou inconsciemment, il y a une filiation. Lorsque l'on lit tout simplement le règlement de discipline générale des armées, les premières lignes, c'est la notion de sacrifice et de service et du sens de la mission. Sacrifice, don de soi, des mots terriblement concrets pour les membres du groupe. Tous, à un moment ou à un autre, les ont vécus dans leur chair, à commencer par Christian Proutot. C'était en 1980 à Pauillac, dans le sud-ouest. Une autre histoire banale de la misère ordinaire, un forcené armé, retranché. Cette fois-là, l'homme accepte de parler. Mais alors que le commandant Proutot négocie sa reddition, le forcené panique et fait feu. Je me suis dit, t'es mort. Et j'ai eu le temps je sais que j'ai eu le temps de tourner la tête, puisque j'ai pris tout de travers. Et puis, mes gars m'ont ramassé. J'ai eu l'impression que j'avais la tête arrachée, hein, parce que c'est costaud, hein, ça pousse. J'étais à 3 mètres à peu près, 4 mètres maximum du tireur. Et quand j'ai recouvré connaissance, après les opérations et tout, je pouvais plus parler, j'étais plus reconnaissable. Mais c'est pas ces questions-là qui me gênaient. On m'avait supprimé les glaces dans ma chambre d'hôpital au Val-de-Grâce. Non, c'est pas ça. C'est marrant, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais c'était pas ça qui me préoccupait. C'était pas moi, c'était le comportement que j'aurais après. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Une question que Michael s'est également posée, blessé en opération après quelques mois seulement de présence au groupe. Il faut y retourner. Si, psychologiquement, c'est plus dur que la première fois. C'est plus dur que la première fois, parce que justement, on sait, moi, j'ai eu 5 ou 6 mois d'arrêt de travail, donc je sais ce que c'est. Et
c'est peut-être plus dur, mais en tout cas, on y va. Je n'ai jamais posé la question de savoir si j'avais peur ou pas peur. Je ne sais même pas si je pouvais me la poser, puisque les autres me regardaient. Donc, je ne me posais pas cette question. Je pouvais faire des choses insensées. Et tout d'un coup, vous vous posez la question, mais est-ce que malgré moi, je ne vais pas avoir peur au moment d'y retourner? Et je vous prie de croire que ça m'a tenu de longues heures la nuit. Voilà. Mais toi, Thierry, après tout ce, parce que tu as quand même souffert avec toutes les opérations et tout ça, est-ce qu'il t'est arrivé, franchement, de nous en vouloir à nous? Non. À aucun moment? Non. Au contraire. Moi, j'ai fait mon boulot avec les collègues. Le boulot, c'était d'aller vous chercher, de vous sortir de là, et voilà. En tous les cas, moi je peux dire chapeau, parce que vous partez dans des cas désespérés, il faut dire ce qu'il en est. Vous ne savez jamais si vous allez vous en sortir. Il y a un moment où tu te dis, oula, là, faut arrêter, là. Faut arrêter. Le sursis, ça va un moment, mais il y a un moment où tu te dis, faut que j'arrête, quoi. Mais tu le sens, c'est un déclic. Hein. Le jour où tu commences à te dire, qu'est-ce que je fais là? Quand tu es à la porte, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Bah là, tu t'en vas, quoi. Parce que d'abord, tu risques ta peau, mais en plus, tu risques la peau de ton copain, ton binôme, et la peau des autres. Donc là, bah, tu fais ta valise, quoi. Alors, il y en a qui tiennent 5, 6, 7 ans, d'autres plus, d'autres moins. Bon, après, c'est personnel. Hein. Usure physique, confrontation à la mort, limite d'âge. Un jour ou l'autre, il faut savoir s'arracher au groupe. Christian Proutot choisit de partir en 82. Appelé par François Mitterrand pour mettre en place la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée, il sera au centre de l'affaire des écoutes. Le soldat qu'il avait choisi d'être, avait-il vraiment sa place au milieu des manœuvres byzantines du monde politique? J'ai quitté le groupe sans quitter le groupe, quoi. J'ai quitté fonctionnellement le groupe, je l'ai quitté au plan opérationnel, mais je vis toujours avec lui. Toujours, aujourd'hui aussi? Toujours, tout ce qui lui arrive, tout, en bien, en mal, tout, c'est pas possible. Tu vois, ça fait 7 ans que je suis à la retraite, et quand je parle du groupe, je dis toujours chez nous. Et c'est fou, c'est plus fort que moi, quoi. Dans ma tête, j'y suis encore. Et ça me manque, je suis en province, ici, je m'emmerde un peu, quoi. Et moi, quand je m'éclate, c'est quand je retourne là-bas, voir les copains, pour des remises de brevets ou des remises de Manurin. Et là, je revis, quoi. Ça a été tellement intense pendant 18 ans, si tu veux. J'ai vécu tellement des choses avec les copains fortes que c'est dans ma tête, et puis ça n'arrive pas à en sortir, quoi. Après 14 ans de GIGN, il fallait que je tourne la page, c'était très dur. Puis il y a des opérations qui sont mal terminées et dont effectivement j'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé. Et à partir de là, je me suis dit qu'à partir du moment où je contestais certaines choses, il fallait que je sache aller faire autre chose et partir. Ce que j'ai fait. Question de maturité, de déontologie. En tout cas, ce sont les événements d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie qui poussent définitivement Michel à quitter les sections opérationnelles du GIGN. Avril 88. Des indépendantistes kanaks tuent 3 gendarmes et en retiennent 26 autres en otage, retranchés dans une grotte. Face à cette prise d'otage, l'intervention du GIGN est naturellement envisagée. Mais elle est écartée par le pouvoir politique en place. À quelques jours des élections présidentielles en France, le gouvernement Chirac envisage une opération beaucoup plus brutale. Le largage d'une bombe de 250 kilos guidée au laser sur la grotte. Quand il y a eu Ouvéa et que les décisions qui étaient prises au niveau politique que je connaissais de première source, puisque j'étais à la présidence de la République, que j'ai vu qu'on allait sacrifier des hommes pour une opération débile, j'emploie le mot à bon escient, de coups politiques et tout. Je suis allé voir le président de la République et j'ai obtenu gain de cause. Finalement, l'assaut sera donné à la grotte par l'armée, appuyée par le GIGN. Mais les tergiversations gouvernementales ont permis aux Kanaks de renforcer leur défense. Bilan, 19 indépendantistes et 2 militaires français sont tués. Un carnage. À Djibouti, le groupe avait perdu son innocence.
Aouvéa, c'est une part de son âme à laquelle il renonce. Pour Thierry, la désillusion sera d'un autre ordre. Dans le concert de louanges qui suit Marignane, son rôle est totalement occulté par les responsables politiques et par les médias. Quand je suis sorti de l'hôpital, c'était fini, quoi. Tout ça par 2-3 copains qui venaient de temps en temps avoir des nouvelles. Puis toutes les promesses que les ministres m'avaient fait dans ma chambre d'hôpital, petit à petit, c'est tombé à l'eau, ça a été oublié. Et puis voilà, j'ai bien eu la haine après, quoi. Il faudra une intervention personnelle de Christian Proutot auprès de l'Élysée pour que Thierry obtienne au moins la Légion d'honneur. Conçu pour répondre à des situations d'urgence, le groupe a été victime de son succès. Exploité à des fins politiciennes, son action a parfois été dévoyée. Pour autant, doit-on remettre en cause la légitimité du GIGN ? Imaginer que le monde sera tout blanc et pur demain, moi je n'y crois pas. Par contre, je pense que c'est la raison pour laquelle, si on veut défendre cette notion de bonheur, cette notion ces valeurs d'une société auxquelles on est tous attachés, je crois qu'il y a besoin fondamentalement d'hommes qui sont chargés de protéger les autres. Dans un monde où on peut douter par moments, on peut douter de ce qui se passe, de la manière dont ça se passe, il y a des gens, des jeunes, qui continuent à vouloir prendre des risques pour une cause qui est importante. C'est ce que l'on appelle de l'abnégation, appelez ça comme vous voulez, du courage, le don de soi, tout un tas de valeurs qui existent toujours et qui, grâce à l'existence du GIGN, grâce à cette envie qu'ont les gens de rejoindre cette unité exceptionnelle, fait que l'on peut toujours espérer en l'homme. Je vous remercie.